Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à l'association de m'avoir invité et de m'accueillir ce soir et donc de partager ces éléments concernant l'archéologie des migrations. Replacer ça dans un contexte plus large. Moi, je suis pas un militant de l'archéologie des migrations. C'est pas ma spécialité au sens strict du terme. Je fais de l'archéologie de manière générale. Et effectivement, aujourd'hui, ma mission essentielle est de présider l'INRAP, donc qui est un institut d'archéologie préventive. Ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est l'archéologie qui est réalisée en préalable des travaux d'aménagement du territoire. Pendant longtemps, l'archéologie a été sanctuarisée, le patrimoine a été sanctuarisé. On savait qu'il y avait un site archéologique, on disait qu'on le protégeait. Et bien, soit on le protégeait réellement, soit alors il était détruit un petit peu rapidement lorsqu'il y avait des travaux d'aménagement. Les archéologues, un peu de manière militante, faisaient ce qu'on appelait de l'archéologie de sauvetage. Mais bien souvent, il y avait une incompatibilité entre le fait de faire de l'archéologie et le fait d'aménager le territoire. Donc a été créé en 2001 cet institut que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Et aujourd'hui, le deal, vous me parlez, je vais essayer d'être un petit peu d'être naturel, vu qu'on est un petit peu après la journée de travail. Donc voilà, le deal qui a été établi était en fin de compte de réaliser les travaux d'archéologie avant de réaliser les travaux d'aménagement du territoire et en fin de compte de concilier deux activités de mission essentielles de l'État qui sont celles de la préservation du passé et la connaissance du passé et puis d'un autre côté celle de préparer le futur et d'aménager donc le territoire national. Et donc le système aujourd'hui de l'archéologie préventive, c'est que l'État impose des travaux d'archéologie à l'aménageur qui les finance et ensuite la contrepartie, c'est que dans la plupart du temps, on laisse le terrain libre à l'aménagement. Donc, mettons sur le tracé d'une autoroute, la construction d'un parking, on sait qu'il y a des risques archéologiques, l'État prescrit une opération archéologique, l'INRAP intervient, on relève les données archéologiques, donc on récupère des archives, et en fin de compte, une fois qu'on a récupéré ces archives, on écrit l'histoire du lieu, et le lieu est laissé libre à l'aménagement. Alors ça peut parfois, le débat de ce soir n'est pas sur l'archéologie préventive, il est souvent l'objet de débat, parce qu'effectivement, ça, cet aspect où c'est l'archéologue qui détruit lui-même les vestiges, à la place que ce soit l'aménageur, mais à part que lui, quand il les détruit avec méthode, il en recueille l'ensemble des informations, et ensuite il essaie de raconter l'histoire du lieu. Voilà, donc c'est pas un système qui est parfait, celui de l'archéologie préventive, mais c'est un système qui arrive à concilier comme ça et la connaissance du passé, et puis ensuite l'aménagement du territoire. Et donc là aussi, moi, ce qui m'a intéressé dans cette archéologie des préventive et puis dans l'archéologie des migrations dont on va parler dans quelques minutes, c'est que ça a permis de faire évoluer l'objet des recherches de l'archéologue. Et c'est sans doute une discipline, l'archéologie, dont l'objet de la recherche a le plus évolué ces 20 ou 30 dernières années. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne fait pas du tout le même métier que celui qu'on m'enseignait moi à l'université au début des années 80, et pas du tout le même métier que ceux que mes maîtres pratiquaient il y a 50 ou 60 ans. Là où il y a 50 ou 60 ans, l'archéologue, en fin de compte, étudiait des beaux objets, c'était proche de l'histoire de l'art, il allait dans les musées, il allait éventuellement sur les sites archéologiques récupérer des beaux objets et il analysait ces beaux objets. Aujourd'hui, en fin de compte, la notion d'objet archéologique a varié. Je vous dis, pendant longtemps, c'était des vases, des statues entières. Ensuite, ça a été des tessons. Et aujourd'hui, les archéologues étudient des pollens, étudient des restes osseux, et étudient des sites et des paysages. Et la diversité, il y a une diversité extrêmement importante des objets archéologiques. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai pu le dire récemment, quand j'étais interrogé sur notre activité à l'INRAP, là où un archéologue avait un site archéologique bien particulier, une villa, un château, un oppidum sur lequel il travaillait. Aujourd'hui, grâce à l'archéologie préventive, c'est tout le territoire national qui est devenu un site archéologique. Aujourd'hui, on réfléchit en archéologie, en histoire, à l'échelle du territoire, et c'est le territoire national qui nous intéresse, dans la manière dont il s'est construit, dans la manière dont les hommes l'ont façonné, dans la manière dont les populations l'ont transformé, dans la manière dont les populations se sont aussi adaptées à ce paysage. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, archéologues, historiens, c'est l'impact de l'homme sur son milieu,
milieu, et c'est la manière dont l'homme a su s'adapter au milieu. Ça, c'est à l'échelle nationale. Et à l'échelle internationale, on s'intéresse aussi à des problématiques beaucoup plus larges, qui sont l'environnement, qui sont la santé et qui sont les migrations. Donc il y a 3 ans, en 2015, on avait décidé de faire le point sur ce phénomène des migratoires, des origines jusqu'à nos jours, et on avait réuni au palais de la Porte Dorée l'ensemble des spécialistes, archéologues, historiens, anthropologues, géographes, pour confronter ces données sur l'archéologie des migrations. Et effectivement, avec Hervé Lebras, donc le démographe que vous connaissez tous, on a essayé un petit peu d'alimenter ce débat et de confronter nos points de vue. À la limite, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément de donner des fausses, des mauvaises réponses, mais plutôt de poser les bonnes questions. C'est-à-dire de s'interroger un petit peu sur la manière dont l'homme avait peuplé la totalité de la planète, parce que c'est là la particularité, peut-être une des particularités. Souvent on dit, c'est quoi le propre de l'homme? L'outillage, le langage, la mémoire, la conscience, etc. À la limite, là on a bien une particularité, c'est sans doute la seule espèce vivante qui était limitée à un biotope extrêmement étroit, je vais en parler tout à l'heure, et qui aujourd'hui est présente sur la totalité des continents, et qui ensuite est arrivé même à modifier l'ensemble des biotopes dans lesquels il est intervenu. Donc d'une manière simple, même si je ne suis pas, enfin, que je vais essayer de présenter simplement, même si je ne suis pas spécialiste de tout, bien au-delà, même bien au contraire, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce cheminement et ces migrations des origines jusqu'à aujourd'hui, avec la vue, la documentation et les éléments constitutifs du dossier archéologique confronté au regard des géographes et des historiens. Donc les organisateurs m'avaient dit, ben, la règle ici c'est bien simple, c'est 45 minutes d'intervention, puis ensuite des questions. Donc si c'est la règle, on va l'appliquer. Et puis si vous n'avez pas envie d'appliquer la règle, si je ne suis pas clair dans mes propos, si mon accent occitan vous choque, ou si vous avez des questions à poser, ben, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis on va comme ça bousculer la règle, et puis répondre au fil des questions, en sachant que je vais essayer, je vous disais, de balayer un petit peu la question. Alors si j'essaie de prendre les éléments d'un point de vue chronologique, on va d'abord se poser le problème, voilà, si l'homme a migré, on va essayer de savoir de quel endroit il a migré. Alors se pose, quand on prend ce cas-là, premièrement le problème souvent mis en avant des origines. L'origine des migrations ou les origines des migrations en tant que telles. Et moi j'aime bien rappeler comme ça, un peu comme une boutade, que l'anagramme de l'origine, c'est religion. Et que donc, en fin de compte, poser le problème des origines est peut-être un faux problème. Oui, je vois une dame qui fronce les sourcils. L'origine, l'apostrophe origine, ça fait religion. Mais bon, c'est le fait du hasard. Mais pour vous dire que voilà, peut-être que la question de l'origine est une question de savoir là où ça a commencé, le premier homme, et peut-être un phénomène plus religieux que scientifique, et que peut-être on pourrait écarter cette question, parce qu'en fin de compte, c'est plutôt la définition de l'humain, sur lequel aujourd'hui le débat se porte, que la notion de savoir où était le premier homme et où il est parti pour ensuite créer l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Ce que l'on... Face à cette notion d'origine de l'humanité, ou du moins de son lieu d'origine, se pose également un autre élément aussi, qui est celui du berceau de l'humanité. Ce thème est souvent, cette expression est souvent utilisée, on la voit dans les médias, on la voit dans les journaux, et même il y a presque un débat géopolitique aujourd'hui au niveau de l'Afrique pour savoir où se trouve le berceau de l'humanité et où a été le premier homme. On a tous en tête le cas de Lucie sur la côte est. On entend parler de temps en temps de Toumaï dans la côte ouest. Et puis parfois on parle de l'Afrique du Sud avec le berceau de l'humanité. Et on a la presse spécialisée et même généraliste ces derniers temps à parler de Littlefoot, qui est là aussi des restes d'hominidés trouvés en Afrique du Sud. Donc il y a presque une surenchère, il y a un petit combat entre différentes
différentes régions d'Afrique, parce que posséder les premières traces d'hommes et d'humanité, c'est un peu s'afficher comme étant à l'origine du peuplement de la Terre. Donc il y a des enjeux politiques extrêmement forts. Et j'ai eu la chance, il y a un an, d'aller dans ce qui l'UNESCO a certifié comme étant le berceau de l'humanité en Afrique du Sud, qui est donc un parc limité qui bénéficie de ce label UNESCO de berceau de l'humanité. Et quand vous vous rendez sur ce terrain-là, vous êtes à un endroit où on a retrouvé des vestiges d'hominidés dont je vais vous parler. Mais quand vous levez la tête, vous voyez une grande croix illuminée toute la nuit qui éclaire comme ça ce berceau de l'humanité. Donc là aussi, c'est pas neutre. Et pour sortir de ce conflit et de ce combat de savoir si l'humanité première est du Tchad, l'humanité première est de la Somalie ou l'humanité première est de l'Afrique du Sud, c'est peut-être élargir le débat et là aussi voir ce que nous ont apporté aujourd'hui les paléontologues, les préhistoriens et les géographes. Pour eux, les hominidés, qui sont une classe de gorilles un peu à part, leur biotope, c'est en fin de compte toute l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas un berceau particulier, il n'y a pas plus de chances de trouver le plus vieil hominidé au Tchad, en Somalie ou en Afrique du Sud. Pour eux, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est en fin de compte le biotope de toutes ces variétés d'hominidés. Et en fait, ce que nous explique de manière concrète, et ce que j'ai pu voir moi sur le terrain avec les collègues qui travaillent sur ces sites-là, c'est que ce que l'on a par la suite baptisé les berceaux, et ce qui fait aujourd'hui une surenchère entre Lucie, Toumaï ou Little Soot, c'est en fin de compte un problème de taphonomie, le terme scientifique qu'utilisent les chercheurs, c'est-à-dire en fin de compte un fait de proximité des vestiges archéologiques par rapport aux observations de surface. J'essaie de traduire ça et d'être un peu plus clair. C'est pas le concept qui est compliqué, c'est moi qui l'exprime mal, donc je vais essayer de me reprendre, ça devrait être clair. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on dit que tout le biotope, toute la partie subsaharienne est le biotope naturel de l'hominidé, en fin de compte, l'endroit où on le retrouve aujourd'hui, presque par hasard, c'est l'endroit où les couches sont les plus près du sol pour des raisons diverses. Parce que, bien entendu, tous ces terrains-là ont évolué par le temps. A priori, on pourrait le trouver partout, les premières traces des hominidés. Et l'endroit où on le retrouve, c'est presque le fait du hasard, quand géologiquement, ces couches anciennes se trouvent en surface. Ça va, je suis un peu plus clair. Donc dans le cas de Lucie, c'est parce qu'en fin de compte, on l'a trouvé dans un niveau proche d'un fleuve, dans des niveaux de boue, et qu'aujourd'hui, ces niveaux de boue affleurent dans la partie de la côte est. Et donc pour les archéologues, c'est plus simple, parce qu'on a toujours tendance à travailler du haut vers le bas. Vu que c'est des niveaux qui, pour des faits géologiques affleurent, on les a retrouvés en surface. Dans le cas de Toumaï, sur la côte ouest, c'est des niveaux qui sont basaltiques, donc des niveaux volcaniques, et donc là aussi, les niveaux supérieurs affleurent, et donc on a pu retrouver les traces de Toumaï. Et dans les niveaux d'Afrique du Sud, c'est des niveaux karstiques, des niveaux de calcaire, et en fin de compte, pour vous donner un petit peu les éléments anecdotiques, mais qui ont du sens peut-être avec les migrations plus récentes que l'on va traiter, dans le cas de Littlefoot en Afrique du Sud, les restes de cet hominidé ont été retrouvés dans des anciennes mines d'or d'Afrique du Sud, parce qu'en fin de compte, on creusait le sol dans ces niveaux de karst pour retrouver de l'or. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est en visitant les mines d'or anciennes, désaffectées, que les archéologues, dans les parois de la mine d'or, arrivent à retrouver des traces des couches archéologiques dans lesquelles, quand ils se penchent à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans ces mines d'or sur ces strates, ils retrouvent des ossements, et dans ces ossements, ils retrouvent certains qui sont des hominidés, et quand ils les datent, ils arrivent à voir des dates anciennes. Donc c'est le fait du hasard, vous voyez, c'est la confrontation entre ces couches et les archéologues qui permet de retrouver ces éléments-là. Mais de manière absolue, on pourrait, pour dire des noms au hasard, tant de chances qu'on retrouve
des traces anciennes d'hominidés au Congo qu'en Afrique du Sud ou dans un autre au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Mais en fin de compte, en revanche, la probabilité de trouver ces strates plus près de la surface et surtout dans des pièges qui ont permis de conserver ces ossements, eux sont plus probables sur la côte est, sur la côte ouest et en Afrique du Sud. Donc du coup, on va effacer cette notion de berceau pour imaginer un berceau plus large, parler de biotope et de dire qu'en fin de compte, partout où on a ces gorilles aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'on ait retrouvé des gorilles qui ressemblent plus à l'homme, pour différentes raisons, qui permettent de caractériser les hominidés, et essentiellement ce qui aujourd'hui permet, mais là je ne suis pas un spécialiste, je vous livre ça parce que moi ça m'a surpris, ça m'a choqué aussi. Ensuite, on va parler de l'homme migrant. Moi, quand j'étais étudiant, on nous disait ce qui caractérise l'homme, c'est l'outil. Et donc, dès qu'on trouvait des restes d'ossements d'hominidés avec des outils, on dit l'hominidé qui est capable de faire un outil, c'est un homme. Et ensuite, on a parlé de langage, etc. Et aujourd'hui, la définition qu'utilisent les paléontologues en premier lieu, c'est en fin de compte l'apprentissage. Et pour eux, en fin de compte, l'homme, c'est une variété de grands singes qui a des capacités d'apprentissage. Et en fin de compte, on voit qu'il y a certains grands singes qui ont une durée d'adolescence extrêmement longue, et ça, ils arrivent à le voir d'un point de vue physique aujourd'hui, notamment sur des éléments de dentition et d'ossement. C'est-à-dire, en fin de compte, on a des singes qui, pour des raisons qui pour le moment sont assez méconnues, ont eu une phase d'adolescence extrêmement longue. Et donc, comme cette phase d'adolescence est extrêmement longue, ils vivent en groupe. Et c'est là, durant cette période-là, où l'apprentissage se fait. Et en fin de compte, leur donne des capacités plus importantes, d'un point de vue cognitif, que les autres singes. Ça va, j'ai été à peu près clair ? Quand on me l'a expliqué, c'était très clair. Quand je le répète, ça l'est peut-être un peu moins. Mais voilà, donc il y a ces populations-là. Donc aujourd'hui, on va dire que l'homme, dans le sens grand singe, capable d'apprendre et de transmettre, cette lignée, aujourd'hui, elle doit arriver entre 10 et 8 millions d'années, par rapport à aujourd'hui donc. Donc les premiers hominidés entre 10 et 8 millions d'années. Et ensuite, si on prend des repères, donc on a le fameux Toubaï au Tchad, c'est vers 7 millions d'années. On a ensuite donc Lucie, on va dire vers entre 5 et 4 millions pour sa branche. Et puis on a Littlefoot à peu près durant la même période. Donc des variétés de singes qui ont ces capacités à apprendre et qui ont eu en plus de ces capacités d'apprendre une capacité qui n'est pas anecdotique, qui est celle de la curiosité, et qui donc vont progressivement sortir de leur biotope. Alors avec un petit paradoxe que moi, non spécialiste, je partage avec vous, qui est à la fois sans doute une curiosité qui les a amenés de sortir de l'espace boisé et donc de conquérir un espace voisin. Donc une curiosité dont ils avaient le sentiment et qui partageaient à plusieurs. Donc il y a cet essaimage, on sort de son biotope et on va transformer le biotope à côté pour pouvoir y vivre. Et à la fois, bien entendu, ce sentiment, cette volonté de migration, ils n'en avaient pas pleinement conscience. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils allaient conquérir le monde sans en avoir pleinement conscience. Et en revanche, l'acte de sortir de la forêt et d'habiter en dehors de leur biotope, ça peut-être, ils en avaient conscience. Ça va ? Voilà. Et récemment, Jean-Jacques Hublin, qui est un grand spécialiste et qui enseigne ces derniers mois a enseigné au Collège de France, avait noté quelques particularités chez cet homme cette variété de grands singes, dont la particularité était de migrer. C'est à la fois quelqu'un dont un personnage, un animal qui devient homme, dont la phase d'adolescence est extrêmement longue.
donc la phase d'apprentissage est longue et qui a la particularité d'apprendre pendant longtemps et de vivre donc en groupe. Et le deuxième élément, dont aussi la structure physique va un petit peu évoluer, avec notamment des canines qui vont devenir moins importantes. C'est-à-dire à la fois, c'est un homme qui apprend, et un homme qui, enfin pardon, un singe qui apprend, et un singe qui est moins agressif, qui a moins de capacité d'agression que les autres grands singes. D'accord? Donc il a des canines moins importantes, donc il a du mal à défendre son territoire. Quand on a du mal à défendre son territoire, on a peut-être tendance à en sortir. Et puis à la fois, en groupe, avec une adolescence un peu longue, à transmettre, à échanger sur les nouveaux espaces qu'il va visiter. Vous voyez, donc là, l'homme a changé. Aujourd'hui, dire qu'il apprend beaucoup plus et qu'il est moins agressif, c'est peut-être pas d'actualité tous les jours. Mais en tout cas, là, c'est peut-être les éléments de départ qui ont fait que l'homme est sorti de son biotope. Ça, c'est le premier. Cette catégorie d'hominidés qui va évoluer vers ce que l'on appelle l'Homo erectus, va sortir d'Afrique en tant que tel vers 2 millions d'années. C'est ce qu'on appelle la première sortie d'Afrique. C'est la première fois que ce grand singe va sortir d'Afrique vers environ 2 millions d'années. Alors le tracé exact, on ne le connaît pas, et là aussi il faut être modeste d'un point de vue archéologique. Autant pour des périodes récentes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, on a des milliers de documents, des milliers d'archives à exploiter, autant pour les périodes anciennes, les documents se comptent non pas sur les mains d'un menuisier, mais presque, quoi. C'est quelques dizaines de restes fossiles, donc les schémas et les tracés sont difficiles à établir. Donc ça, c'est le premier point. Restons modestes. On s'aperçoit que chaque 4-5 ans, selon l'intérêt et les moyens que l'on met dans la recherche, on arrive à retrouver d'autres restes et à rétablir un autre travail. Autre élément aussi qu'il faudra retenir pendant toute la durée de mon exposé, c'est que les archéologues ont un petit peu la manie de raconter l'histoire comme je le fais, dans l'ordre chronologique, ça paraît naturel, et donc comme ça de tracer des flèches sur des cartes quand on parle de la sortie d'Afrique. Et ce que nous a fait remarquer Christian Grattalou, le géohistorien, lors du colloque, c'est qu'il est dit quand même, les archéologues, vous trichez un petit peu, quand vous tracez des flèches, vous ne les tracez pas du départ vers l'arrivée, vous les tracez de l'arrivée vers le départ. C'est-à-dire, effectivement, on a un petit peu cette manie de transformer un petit peu le sens. Souvent, on a un témoignage à un endroit, donc on va dire ça c'est le lieu d'arrivée, et ensuite on va tracer comme ça une petite flèche pour replacer l'endroit du départ, mais en fin de compte, souvent le lieu de départ on ne le connaît pas, on ne connaît que le lieu d'arrivée. Voilà. Donc voilà, restons prudents, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'avant 2 millions d'années, on n'a pas de traces d'hominidés en dehors de l'Afrique. À partir de 2 millions d'années, on commence à retrouver des traces d'Homo erectus en dehors de l'Afrique. Alors là aussi, les dates varient, mais les éléments les plus anciens que l'on ait, c'est en Géorgie, à Dmanisi, d'environ 1,8 million d'années. On a en Espagne des données vers 1,5 million, 1,2 million, c'est Ataperca. En France, les données les plus anciennes, c'est dans ma région d'origine, en Languedoc. C'est un petit village qui s'appelle Lézignan-la-Cèbe, où on a retrouvé des vestiges d'1,5 million d'années. Et donc, vous voyez quelques vestiges comme ça, osseux, datés entre 2 millions et 1,5 million, qui témoignent de l'arrivée de l'homme en dehors du continent africain. Ce cheminement, il peut paraître comme ça long. En fait, là aussi, pour donner un petit chiffre comme ça, qui est juste pour avoir une petite donnée, Christian Grattalou, donc le géographe dont je parlais tout à l'heure, de manière tout simple, hein, vous pourriez le faire sur votre calculette, a dit que voilà, un homme qui se déplacerait de 20 km par jour, ce qui n'est pas impossible, bon, à pied, en 5 ans pourrait faire le tour de la planète. Donc en fin de compte, la migration, c'est à la fois quelque chose qui est long et qui est court. C'est-à-dire, on peut rester à un lieu et l'explorer tout autour, mais si on a une volonté de bouger,
on peut bouger de manière extrêmement rapide. Donc l'homme lui-même n'a jamais fait le tour de la planète, ce qui en plus ne lui aurait pas servi à grand-chose en 5 ans, mais la possibilité d'un bipède de se déplacer n'est pas quelque chose voilà, de surhumain, si je me permets cette petite image. Donc vers 2 millions d'années, l'homme sort d'Afrique, il commence à peupler l'Asie et l'Europe de manière, voilà, progressive. Il ne marque pas, il n'imprime pas encore sa place sur le paysage, mais il est quand même bien présent. Et ça, c'est peut-être une particularité de l'humain extrêmement importante, c'est-à-dire quand il sort de son biotope, il se contraint à s'adapter à un nouveau milieu, d'un point de vue physique, d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue du climat aussi, et ça sera quand même le propre de l'humanité, c'est-à-dire en fin de compte de pouvoir migrer, mais également de pouvoir s'adapter à de nouveaux milieux, pour arriver à la phase qui est peut-être la nôtre aujourd'hui, qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que s'adapter au milieu, on adapte le milieu à l'homme, on transforme le climat, on transforme les paysages, on transforme l'activité. Et donc voilà, dans un premier temps, l'homme s'adapte au milieu, et ensuite, petit à petit, fera que le milieu s'adaptera à lui-même pour le meilleur ou pour le pire, pour l'homme et pour le milieu. Donc à partir de 2 millions d'années, il sort d'Afrique, et là, il va évoluer l'Homo erectus vers un personnage qui fascine, qui répulse parfois, mais dont on va beaucoup parler cette année, puisqu'au mois de mars s'ouvre une grande exposition qui va lui être consacrée au muséum, qui va être, l'homme va évoluer dans une forme qu'on appelle l'homme de Néandertal. Et donc c'est, si vous voulez, de la première sortie d'Afrique, de ces premiers hominidés qu'on va rencontrer sur le continent européen, que va naître et évoluer ce qu'on appelle l'homme néandertal. En fin de compte, si je résume, moi qui suis non spécialiste pour ces périodes-là, ça me sera simple à faire si vous ne le répétez pas, l'homme de Néandertal est en fin de compte l'homme adapté au milieu, l'Homo erectus adapté au milieu européen. C'est voilà, la variété d'hommes qui va s'adapter dans cet espace-là. Et pour savoir de quoi nous sommes faits, nous, aujourd'hui, et pour venir à un phénomène plus intéressant qui est la deuxième sortie d'Afrique, en Afrique, Homo erectus va aussi évoluer, comme il évolue en Europe pour devenir l'homme de Néandertal, et il va évoluer dans une autre forme humaine qui est sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les spécialistes ont horreur de ce système un petit peu avec des racines et des branches, mais pour nous, entre nous, pour simplifier un petit peu, Homo erectus sort d'Afrique, il évolue dans l'homme néandertal, et Homo erectus qui reste en Afrique évolue dans une forme qu'on appelle Homo sapiens. Et donc va se produire une deuxième sortie d'Afrique, c'est-à-dire qu'Homo sapiens est aussi curieux que ne l'était Homo erectus auparavant, et vers 50 000 ans, alors ça reste encore un petit peu à caler, mais vers 50 000 ans, il va y avoir une deuxième sortie d'Afrique par un autre hominidé, qui est donc Homo sapiens, et qui va donc lui aussi aller être présent un petit peu en Asie, être présent en Europe, et cette deuxième sortie d'Afrique aura beaucoup plus de poids, puisque nous tous, nous sommes issus donc d'Homo sapiens, nous sommes Homo sapiens, et que donc cette deuxième sortie d'Afrique aura beaucoup plus de succès, vu qu'ensuite l'Homo sapiens va être présent sur tous les continents. Et il va y avoir cette particularité que l'ADN aujourd'hui a bien mis en valeur, c'est que dans la partie européenne dont je vous parlais tout à l'heure, quand Homo sapiens va venir, dans 50 000 ans, il va se retrouver dans un espace qui est déjà peuplé par un autre hominidé, et qui est donc Néandertal. Et donc il va y avoir confrontation de deux hominidés, Néandertal et sapiens, dans cet espace.
pendant longtemps, quand je dis pendant longtemps, c'était jusqu'à il y a encore 5-6 ans, on pensait que Homo sapiens était beaucoup, voilà, c'était nous, donc vous, moi, donc beaucoup mieux, quoi. Et donc, de fait, il s'était adapté plus favorablement à ce milieu, il s'était démographiquement, il s'était développé de manière beaucoup plus efficace, et que de fait, Néandertal s'était totalement épuisé, et que Néandertal avait totalement disparu, d'où l'image de Néandertal brutal, et puis Sapiens, comme son nom l'indique, beaucoup plus finote, et donc Sapiens qu'il avait emporté parce que la finesse et l'intelligence l'emportent sur la brutalité. En fait, aujourd'hui, les études ADN qui ont été au départ un petit peu un choc et qui ensuite se sont été largement confirmées par l'ensemble des études qui ont été menées, ont montré qu'il y a eu un contact direct entre Néandertal et Sapiens, et que ce contact n'a pas été uniquement pour se donner des coups, vu qu'il y a eu des accouplements entre Monsieur Néandertal et Madame Sapiens, ou Madame Sapiens et Monsieur Néandertal, et vice-versa, et qu'aujourd'hui, les études ADN montrent que la plupart d'entre nous ont entre 3 et 5% de Néandertal. Voilà, donc Néandertal a disparu d'un point de vue culturel, en majorité, mais qu'en revanche, les contacts et les échanges qu'il y a eu fait qu'on a eu, voilà, quand on nous regarde, on n'est pas convaincu, quand on observe, on se dit, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être, voilà... Ça ne fera pas de commentaires. Pas de commentaires, voilà. Il y a un petit peu, ouais, on est tous un petit peu Néandertal, un petit peu. Et en tout cas, c'est pas inintéressant. Ça montre que dans un espace qu'on pensait peu peuplé, dans un espace où on pensait presque que justement ça avait été écrit il y a encore 20 ou 30 ans, que Néandertal, justement un peu brutal, et que la brutalité ça payait pas, et qu'il avait disparu, en fin de compte, il avait été bien présent, et que donc le contact physique a eu lieu, et que donc les deux groupes se sont représentés. Mais enfin bon, voilà, nous sommes aujourd'hui Sapiens, issus majoritairement, très majoritairement de Sapiens, et un petit peu de Néandertal. Et que c'est cette vague-là, Sapiens, qui, elle, s'est imposée. Donc, cette Sapiens, lui, a bougé. Il a donc été présent en Europe de manière active. Et donc, on va dire, je vous dis, voilà, il sort d'Afrique vers 50 000 et vers 30 000, il est à peu près partout. Donc, c'est pas rien. Partout, c'est partout où il a pu aller, sauf dans les zones des glaciers. Et vers 30 000, les glaciers, ils vont jusqu'à Lyon. Et ils ne vont pas de Marseille vers Lyon, ils vont du nord jusqu'à Lyon. Donc là, ici, ne cherchons pas des traces voilà, des anciennes dans cette région, il y en a très très peu. Voilà, les périodes glaciaires ont été sans doute le lieu où l'homme a eu plus de mal à s'imposer pour des raisons climatiques, même si parfois, notamment pour le passage par le détroit de Bering vers l'Amérique, les zones de glaciers ont pu permettre à l'homme de transiter ou de voyager. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu dans les glaciers, mais il a pu, bien entendu, marcher et se déplacer. Donc l'homme affronte la nature, arrive, bien entendu, là aussi, à s'équiper, à s'habiller, à se lancer des défis. Cette fameuse curiosité a dû agir, et donc fait qu'il a pu franchir parfois des espaces de manière extraordinaire aujourd'hui quand on y pense. Enfin voilà, on n'a pas à se poser la question, il l'a fait, mais ça a dû être des vrais challenges d'explorateurs pour franchir certains secteurs. Et donc en fin de compte, les endroits les plus tardivement peuplés sont l'Amérique du Sud et les îles d'Océanie. Mais en quelques dizaines de milliers d'années, l'homme a été présent sur l'ensemble des continents. Alors ce franchissement, voilà, parler de migration, oui, par définition, il est sur un petit espace, il est partout. Il a migré, alors on peut utiliser ce terme. En fait, on est plutôt dans une pratique, on va dire, d'essaimage, pour utiliser une autre image qui me va bien, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un petit groupe. Ce petit groupe vit dans un biotope qui lui est favorable, l'a façonné, et puis ensuite, pour des raisons démographiques,
quand, en fin de compte, le petit groupe devient trop important, une partie du groupe, sans doute les plus jeunes, s'en vont et donc migrent à quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres pour fonder un autre groupe. À la limite, sans vouloir, là aussi, puisqu'on est entre nous et que ce n'est pas enregistré, il faudrait presque voir cette cartographie à celle que l'on connaît aujourd'hui de la manière dont le loup reprend de la place en Europe occidentale. Voilà, moi, quand j'ai été élu à Aix-en-Provence en 92, c'était la première année où le loup réapparaissait en France. Aujourd'hui, le loup est partout. On signale dans le bassin parisien, il est dans la Somme, selon ce même phénomène, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté de conquérir toute la France. Il est juste en meute, et au bout d'un moment, quand la meute est trop importante, eh bien, il y a un ou deux individus qui s'en vont, et il fait 10, 20, 30 kilomètres pour être tranquille, voire un peu plus, et puis il s'installe là, et s'il trouve dans un endroit favorable, un endroit où il y a des petits-enfants et des moutons, et ben, parfois il s'installe, et puis voilà. Non, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, parce que voilà, les derniers loups après la guerre de 14 étaient dans les biotopes les plus défavorables, mais ceux qui arrivent aujourd'hui, ils arrivent dans les biotopes les plus favorables, l'endroit où ils trouvent des endroits accueillants. Et les derniers qui ont disparu étaient des vieux loups fatigués et un peu malades. Les loups qui arrivent sont en forme et voilà, ils suivent les autoroutes, ils suivent les fleuves, ils vont dans des endroits où il y a à manger et voilà, ils s'installent très rapidement parce qu'ils suivent ces choses-là. Et donc l'image avec l'homme n'est pas totalement fausse. Voilà, c'est chaque fois dans ce système de migration, ce sont lorsqu'on a pu l'étudier pour des périodes un peu plus récentes, on va avancer. On s'aperçoit que ceux qui s'en vont du groupe, c'est bien entendu les personnes les plus physiquement les plus solides, celles qui n'ont rien à perdre à partir, c'est pas le petit vieux installé notable, etc., l'enseignant détaché auprès d'un syndicat, etc., ni le vieux prof. Ce qui s'en va, c'est celui qui a faim, mais qui est solide et qui est capable un petit peu de transformer son environnement autour de lui, et donc qui est capable de se jeter ce type de défi. Cette phase-là de Sapiens comme ça qui franchit les espaces et qui est présent sur tous les continents est une étape essentielle. Mais celle qui sera, où le terme de migration sera peut-être le plus adapté, c'est celle qui correspond à ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire qui débute en Europe vers 10 000 avant Jésus-Christ. C'est le moment où l'homme sapiens était chasseur-cueilleur, donc prédateur, et à partir donc de ce qu'on appelle la période du néolithique, l'homme va devenir producteur, donc cueilleur et éleveur, et donc où on va changer de système économique, celui du chasseur, comme le loup, pour être celui de l'homme actuel, qui est celui qui est du producteur. Donc ça, ce phénomène de migration à partir du néolithique est une migration culturelle que l'on arrive à voir d'un point de vue archéologique, puisqu'on arrive presque à retrouver tous les sens du terme de migration que l'on connaît aujourd'hui. C'est à la fois des gens qui bougent, on voit réellement, et aujourd'hui grâce à l'ADN, on arrive un petit peu à les suivre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont d'est à ouest, donc de l'Orient, du Proche-Orient, vers la côte atlantique, qui vont se déplacer, et donc il y a une vague comme ça de migration. Alors vague, aujourd'hui, le terme peut faire peur, mais en tout cas, des gens qui vont bouger, et qui vont bouger pour retrouver des terrains favorables à leurs nouvelles pratiques économiques. Donc on a à la fois des gens qui bougent, on a des idées qui bougent, et on a des pratiques qui bougent. Et donc là, d'un point de vue archéologique, on commence à voir les différents éléments intéressants, passionnants pour l'archéologue, qui est celle où on arrive à suivre des gens, parfois on suit des objets, et puis parfois on suit des idées, si on estime que l'agriculture, le pastoralisme sont aussi des idées. Et donc en face, on a à la fois des gens qui vont accueillir, au sens large du terme, hein, des fois pour s'embrasser, des fois pour se donner des paires de claques. On va avoir en face des gens de l'ancien monde, des chasseurs-cueilleurs, qui vont être confrontés à des nouveaux arrivants, à des nouvelles pratiques, à des nouvelles idées.
Et donc là aussi, nous, archéologues, ça nous intéresse, parce qu'on arrive à voir comment ça se passe. Des fois, les nouvelles idées effacent les anciennes. Des fois, les anciens adoptent les nouvelles idées. Des fois, les nouveaux arrivés poussent les anciens, c'est vrai. Parfois, les deux se mêlent. Et donc là, on a les différentes formes de néolithisation, celles par l'apport de nouvelles populations, celles par l'apport d'idées, et celles par rapport à ce système un peu mixte où des nouvelles populations se joignent aux anciennes. Et ça, l'archéologue, avec ses outils, parfois un peu prétentieux, la forme des céramiques, les décors, les formes des villages, arrive à voir ce qui est réellement de l'apport humain avec des gens qui bougent, avec des éléments qui sont des transferts culturels, comme l'on dirait aujourd'hui. À l'échelle du temps, alors là aussi, en restant modeste, vu nos modes de calcul, cette vague de néolithique, après vous avoir fait peur, quoi, ils arrivent, la vague, quand on essaie de les mettre à une échelle de temps sur une carte, on arrive à peu près à un transfert qui se fait entre 30 et 50 km pour 25 ans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est chaque génération qui va avancer d'est en ouest de 30 à 50 km. C'est-à-dire c'est des choses qui marquent, qui se voient, mais à l'instant T qui ne se sentent pas. Donc on est là réellement à une évolution poussée par l'essor démographique et par ces populations comme ça qui vont bouger d'est en ouest en suivant. Alors il y a deux grands tracés, ce qu'on appelle la voie danubienne des Balkans jusqu'au bassin parisien, et puis ce que l'on appelle les populations cardiales par la Méditerranée, pareil, des Balkans, mais cette fois-ci c'est la péninsule italique. Ensuite, le Languedoc et la Provence, ça remonte à la vallée du Rhône. Et ensuite, les deux populations, les deux vagues néolithiques, celle par la voie danubienne et le bassin parisien, et celle par la côte méditerranéenne et la vallée du Rhône, se rejoignent pour fonder ce que le préhistorien Jean Guilaine a appelé la première population française, les Chasséens. Donc on est vers 5000 avant. On va dire que l'ensemble de la population est néolithique, soit néolithisée, c'est-à-dire on a forcé à pratiquer ces nouvelles activités de production, soit avec un apport de nouvelles populations. Donc vers 5000, un nouveau peuplement et des nouvelles pratiques sont en place un peu dans toutes ces régions-là. Si l'on avance dans le temps, et puis moi si je vous en prends pas trop, ça va ? Dans ces populations néolithiques qui, à la différence des chasseurs-cueilleurs, vont être, même si elles vont bouger à travers le temps, vont devenir des gens qui vont être sédentaires, ce qui va faire bouger sans doute ces populations, à un moment donné, c'est la pratique de la métallurgie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, beaucoup plus tard, vers 3000 avant Jésus-Christ, des populations vont commencer à pratiquer la métallurgie. Alors au départ, la métallurgie, elle est presque intuitive, naturelle, vu que les premières traces de métallurgie sont une métallurgie que les spécialistes appellent non extractive, c'est-à-dire c'est le travail sur les métaux natifs. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez la chance, en vous promenant en bordure de la Seine en crue, de trouver une pépite d'or, vous ne serez pas pour autant mineur, vous ne serez pas pour autant métallurgiste. Il suffira de prendre cette pépite, ensuite de la travailler et d'offrir pour la Saint-Valentin un magnifique bijou. Voilà. Donc ça, le fait que des gens aient été attirés par des métaux natifs, de l'or, de l'argent et du cuivre, qu'ils ont vu qu'ils pouvaient transformer de manière assez facile, de manière parce que l'or à l'état natif et l'argent à l'état natif sont assez malléables, attiré par la brillance, attiré par la densité et attiré par la malléabilité et travailler ce métal, ça c'était des choses qui étaient connues. Donc le pouvoir attractif du métal, le son, la brillance et le fait qu'on puisse le recycler, le caractère malléable, étaient connus des hommes du néolithique. Parce qu'en surface, ils avaient trouvé de l'or, en surface, ils avaient trouvé de l'argent, en surface, ils avaient trouvé du cuivre, ils l'avaient travaillé, et donc on retrouve des métaux, des bagues, des petites amulettes dans les tombes bien avant les temps de la métallurgie. Donc le pouvoir
le caractère malléable, la sonorité, le côté réfléchissant, etc., lié au métal, étaient des choses qui étaient connues. Et que donc progressivement, l'homme est arrivé à travailler la matière, sans doute après, bien entendu, on sait, le néolithique, c'est le moment où on produit des céramiques en grande quantité, donc là aussi on transforme la matière, mais il s'agit de l'argile, et qu'en maîtrisant sans doute les cuissons des argiles petit à petit, on est arrivé à travailler, donc ce qu'on appelle la métallurgie extractive, c'est-à-dire à partir de minerais, d'extraire du métal, et donc de pouvoir fabriquer des objets métalliques. Cet élément métallique, quand je vous dis qu'il a eu un rôle important dans les migrations, c'est la première fois depuis le début de l'humanité où l'homme, va transformer des éléments naturels de manière tangible, mais ensuite va transformer des éléments et va être dépendant des éléments qui ne sont pas distribués. Pardon, je vais essayer de... C'est un petit moment de fatigue, je vais essayer de faire une phrase correcte quand même. C'est la première fois où l'homme va se retrouver face à un élément dont il va avoir besoin, mais dont la répartition n'est pas équitable sur la surface. Donc, partout, l'homme pouvait faire de l'élevage, partout, l'homme pouvait faire de l'agriculture. Par contre, entre celui qui, sous ses pieds, va avoir du métal, du minerai qu'il va pouvoir extraire, et celui qui va être sous ses pieds n'en aura pas, il va y avoir une différence qui va se sentir d'un point de vue de la production, d'un point de vue social et d'un point de vue de la hiérarchie des groupes. C'est-à-dire que celui qui, sous ses pieds, agriculteur, va avoir du métal, du minerai qu'il va pouvoir transformer, il va avoir une agriculture plus performante, il va avoir des armes plus performantes, il va avoir des objets symboliques beaucoup plus forts. Et donc, en fin de compte, entre deux groupes d'agriculteurs, pasteurs, celui qui va pouvoir avoir du métal va l'emporter sur le groupe jusqu'à ce que ses réserves vont s'épuiser. Et donc, en fin de compte, on imagine que, il va y avoir des différences de groupes selon ceux qui vont bien entendu pouvoir travailler le métal et de ceux qui ne le travaillent pas. Et ceux qui pourront le travailler parce qu'ils l'ont sous leurs pieds vont avoir une connaissance de la métallurgie qui vont leur permettre d'extraire du métal dans d'autres régions et donc de se projeter et d'avoir des ambitions qu'on qualifierait aujourd'hui de géopolitique concernant le métal. Par exemple, si on prend le cas de notre pays, de la France, les premières traces d'exploitation de cuivre, je ne parle pas d'éléments natifs, mais de métallurgie, ont été retrouvées dans une région qui s'appelle Cabrières, qui se trouve dans l'arrière-pays de Béziers, pas très loin de Pézenas. C'est un petit secteur comme ça, où dans des roches blanches, il y a des filons de cuivre. Mais les traces qu'ont retrouvées les archéologues montrent que les gens qui ont exploité vers 2800 le cuivre de Cabrières étaient des gens qui maîtrisaient totalement la métallurgie. Ce n'est pas des gens qui l'ont appris sur place, c'est des gens qui sont venus avec une connaissance. Et on a retrouvé des éléments de métal qui, eux, étaient du métal qui venait d'Espagne, et notamment des pointes qu'on appelle des pointes de palmella, et des céramiques qui étaient associées à ces exploitations de cuivre de Cabrières en Languedoc, qui montrent que les premiers métallurgistes français, ceux qui ont été exploité le cuivre de Cabrières, étaient des métallurgistes qui venaient d'Espagne. Donc on imagine des groupes de néolithiques qui maîtrisent la métallurgie en Espagne, et ensuite certains vont explorer dans ces régions. Et là, quand les métallurgistes, quand vous parlez avec des spécialistes, avec des géologues, ils trouvent ça extrêmement naturel, parce qu'encore jusqu'au début du siècle, j'allais dire au début du siècle passé pour les plus jeunes, au début du XXe siècle, les métallurgistes, les gens du Berghem qui cherchaient du métal, c'est travailler de la même manière comme on le voit dans les films de cow-boys, c'est-à-dire ils allaient aux embouchures de fleuves, ils triaient les sédiments aux embouchures de fleuves, soit ils trouvaient du métal, soit ils n'en trouvaient pas. S'ils en trouvaient, ils remontaient le fleuve, le premier affluent à droite, le premier affluent à gauche. Quand ils trouvaient l'affluent dans lequel il n'y avait plus de reste, ils remontaient jusqu'au gisement. C'est-à-dire, il n'y avait pas de lidar, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas une connaissance géologique. On utilisait comme ça les sédiments arrachés au sol pour retrouver l'endroit où ils venaient. Et plus on se rapprochait de la source première, plus on retrouvait des sédiments, et plus on voyait s'il exploitait. Donc, quand les
préhistoriens ont retrouvé de manière étonnante ces traces de cette culture, ce que les archéologues appellent la culture, les objets typiquement ibériques dans cette région de Cabrières. Ils ont dit, bah, attendez, comment les gens ont pu venir qu'au pic de Vissou, à 50 km du littoral, il y avait là des gisements de cuivre qu'affleuraient. Pour les géologues spécialistes, ils ont dit, il n'y a pas de souci, bah, voilà, ils ont longé le littoral, ils ont vu le fleuve Hérault, ils ont regardé à l'embouchure du fleuve Hérault, ils ont retrouvé des éléments, ils ont remonté, et puis ils se sont installés là parce qu'il y avait les gisements qui affleuraient dans la barytine blanche, affleuraient cette chalcopyrite bien verte, bien visible, et ils l'ont exploité pendant quelques générations. Donc là, on a les premières migrations ciblées, géopolitiques. On essaie de s'approprier des ressources premières. On passe de ce qu'on appelle, les Grecs appelaient le biotos, les ressources de première nécessité, l'agriculture et l'élevage, pour être en fin de compte, avoir accès à des ressources stratégiques, et en l'occurrence, le minerai, le métal, c'est le nerf de la guerre, ce sont des ressources stratégiques. Donc ça, c'est les âges... Un migrant? Non. Restons entre nous. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle donc l'âge du cuivre, l'âge du bronze, et les migrations un peu plus ciblées vont se développer dans le bassin méditerranéen avec le développement de l'urbanisation des grandes civilisations. C'est le monde phénicien, c'est le monde étrusque, c'est le monde grec qui va privilégier la cité, ce qu'on appelle les cités-États, c'est-à-dire en fin de compte le regroupement des populations dans des agglomérations. Ce sont les premières villes, très structurées, très hiérarchisées, avec des classes de population spécialisées, des soldats, des artisans, qui vivent effectivement sur les ressources du territoire et sur celles qui sont acquises ailleurs. Et donc là, on a, si on prend un exemple pour avancer dans le temps des Grecs, des cas de migration, ce qu'on appelle aujourd'hui pour les Grecs, les spécialistes parlent plutôt de diaspora, c'est-à-dire qu'on part de cités-mères, de villes en tant que telles, de police, dans lequel, au bout d'un moment, la ville permet un développement démographique, et quand le développement démographique est incompatible avec les ressources du territoire, la ville va se détacher, va se délester d'une partie de sa population, et sa population, je le disais tout à l'heure, ça sera essentiellement des jeunes et des hommes en particulier. Et si on prend le cas de la première ville, de la première cité créée en Gaule, qui est Marseille, Massalia, créée vers 600 avant Jésus-Christ, la ville de Marseille, la ville grecque de Marseille, créée en 600 avant Jésus-Christ, est créée par des colons qui venaient de Phocée. Phocée, alors les amateurs de foot savent très bien que voilà, quand on parle de Marseille, on parle de l'équipe phocéenne. En fin de compte, Phocée, c'est la cité-mère de Marseille. Et Phocée est une ville qui se trouve aujourd'hui en Turquie, dans ce qu'on appelait la Grèce de l'Est dans les périodes anciennes. C'est bon. Et donc, voilà. Phocée, ville-mère, se développe. Une partie de sa population est de trop. Ce sont des jeunes. Ces jeunes partent, en fin de compte, explorer. Ils arrivent dans cette partie de l'Occident. Ils créent une ville, Massalia, qui va devenir donc une cité secondaire de Phocée et qui va devenir une nouvelle agglomération avec un phénomène qui va se reproduire à Massalia, puisque Massalia va elle aussi essaimer en créant d'autres colonies qui seront Monaco, qui seront Nice, qui seront Agde. Ce phénomène va se répercuter. La connaissance aujourd'hui, quand on a ce système un petit peu d'essaimage et de création de migration, on a l'impression comme ça que ça s'est fait un petit peu au hasard. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai utilisé à plusieurs reprises, parce que le mot me va bien, je l'aime bien, le terme d'essaimage. On a l'impression un petit peu, voilà, comme une partie de la ruche qui s'en va, un peu au hasard, et qui va se caler dans une cheminée, dans une souche d'arbre, ou dans un endroit bien tranquille. En fin de compte, les circuits sont connus. Dans l'Antiquité,
comme aujourd'hui, quand on échange avec Hervé Lebras, et puis il le fait souvent à la télévision quand il parle des migrations aujourd'hui, il dit aujourd'hui, quand un groupe de migrants arrive porte de la Chapelle, quand il arrive à tel endroit, il savait où il arrivait. Il est parti avec un téléphone portable, il est parti avec des relais, il savait où il partait. Alors lui, il ne connaissait pas le secteur, il n'avait peut-être pas une cartographie bien claire, mais en tout cas, l'artographie était connue et il savait où il se déplaçait. Et il savait où il arrivait, il savait sur qui il pouvait compter, il savait ce que ça pourrait lui coûter. Et personne, il disait, dans les périodes, dans les migrations actuelles, ne part totalement au hasard. Il y a un projet et on sait où on va. Ça ne veut pas dire qu'on le réussit, mais en tout cas, on a ce tracé. Pour l'Antiquité, ce que nous dit l'archéologie et ce que nous disent les historiens, c'est qu'on avait à peu près le même système. Il y avait dans l'Antiquité, je vous le disais tout à l'heure, par rapport à ces cités grecques, étrusco-phéniciennes, la volonté d'aller rechercher des ressources en dehors de leur territoire. Le métal, les esclaves, le blé, ce dont la ville pouvait avoir besoin. Ces ressources étaient recherchées par des gens qui étaient des explorateurs, des commerçants, et qui se calaient un peu partout en Méditerranée. Comme ces commerçants, ces voyageurs avaient quelques craintes quand même d'affronter comme ça des territoires, d'autant plus qu'eux ne migraient pas, c'était des voyageurs, c'est-à-dire des gens, le voyageur c'est celui qui part, mais qui compte bien revenir. Et donc avant de partir, ils allaient dans les sanctuaires, à Delphes, à Délos, et ils disaient, ben voilà, je vais faire du commerce, et puis si je reviens, je vous en laisserai un petit peu au retour. Et donc, effectivement, quand ils revenaient, et ils revenaient la plupart du temps, ils repassaient dans le sanctuaire, ils laissaient une part de leur gain, ou ils laissaient une offrande, et les sanctuaires, d'après ce que nous disent aujourd'hui les historiens, et on a quelques textes qui donnent quelques des renseignements là-dessus, étaient en fin de compte un petit peu le Facebook ou le Twitter, voilà, il y a des vrais amateurs, le Twitter de l'époque, c'est-à-dire l'endroit où se forger une connaissance du monde, c'est-à-dire vous reveniez dans le long voyage, vous arrêtez à Delphes, en disant, bah, attendez, voilà, je laisse un peu de cuivre parce que j'en ai gagné beaucoup, ou un peu de blé parce que j'en ai gagné beaucoup, j'en ai gagné là, ça s'est bien passé, là-bas je me suis frotté aux indigènes, et donc il y a une géographie du monde comme ça qui était connue dans les sanctuaires, et puis se croisaient dans les sanctuaires les gens qui revenaient, les gens qui partaient, les gens qui avaient de belles aventures, et les gens qui avaient des petits déboires à raconter. Donc une connaissance comme ça de l'espace qui se faisait, à tel point que quand des jeunes colons partaient, ils allaient pas, voilà, ils ne sont pas arrivés épuisés à Marseille, ils sont arrivés dans les Bouches-du-Rhône au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les bouches du fleuve, parce qu'ils savaient qu'en venant là, ils créaient une ville qui leur permettait d'explorer une partie du continent. Et donc on avait là une forme de migration avec une connaissance de l'espace, des populations jeunes et ambitieuses qui partaient, et qui arrivaient là, en plus, avec un modèle de ville, ce qu'a pu démontrer là aussi les historiens, les anthropologues, un peu neuf, c'est-à-dire qui partaient, c'était le moment où la notion de cité se développait dans le monde grec, c'était l'endroit où on pensait, mais entre les endroits où on pense et les endroits où on réalise, c'est pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que quand vous étiez à Phocée, quand vous étiez à Athènes, quand vous étiez à Delphes ou ailleurs, penser la nouvelle ville, c'est pas forcément l'endroit où vous pourrez la réaliser. Par contre, si vous êtes jeune et que vous partez, vous pouvez créer une colonie et dans cette colonie, essayer de mettre en place des idées neuves. Ce qui fait que les colonies qui ont été créées en Occident sont souvent des endroits bien avancés d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue artistique, d'un point de vue urbanistique. C'est-à-dire que le fameux plan hippodamien qu'on retrouve dans les manuels, vous le trouvez rarement dans les cités-mères dans le monde grec. Par contre, vous les trouvez dans les colonies en Sicile, en Italie du Sud, en Gaule, en Espagne, parce que arriver dans une terre neuve et mettre en place un plan nouveau est plus facile que de le mettre, surtout pour une ville, dans un endroit ancien. Donc ce système de migration s'est mis en place. Et là, bon, allez, je me donne encore 10 minutes pour vous donner 2 ou 3 exemples, et ensuite on débattra. Il va y avoir un autre élément de migration qui me plaît à moi d'évoquer, qui est celui qui a un petit peu bousillé, un peu usé les éléments historiographiques récents, qui sont celui des Celtes. Les Celtes, on les a imaginés jusqu'aux années 80
1980, hein, pas 1880, comme une population issue de l'Europe centrale et ensuite, là justement, migrant à travers toute l'Europe, vers la Méditerranée, vers l'ouest, etc. Donc là aussi, si vous tapez sur votre portable Celte et que vous mettez carte, vous trouverez encore sur Google au troisième millénaire des cartes qui vous présentent comme ça des Celtes implantés sur le centre de l'Europe, avec des grandes flèches, et puis on les imagine comme ça au galop sur leurs petits chevaux, les épées qui traînent par terre, et puis comme ça égorgeant tout le monde. Alors là, c'est intéressant, parce que, cette image-là, elle a été construite selon deux phénomènes. Un, les textes anciens qui font que les Grecs, en arrivant dans ces régions, bah, ils ont retrouvé des populations en face d'eux. Et ces populations, les Grecs, bah, ils n'étaient pas là pour faire de l'anthropologie, ils ne les ont pas décrits pour en décrire tous les bienfaits des populations locales, mais au contraire, ils les ont qualifiés de barbares, dans le sens où ils ne parlaient pas le grec, et ils ont eu tendance à les imaginer comme des populations qui pouvaient les agresser. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, et ensuite, ils étaient tout autour. Effectivement, ils n'étaient pas dans un système urbain. Donc certains, peut-être, n'étaient pas totalement sédentarisés ou pratiquaient des pratiques pastorales, ce qui pouvait choquer des Grecs qui avaient une bonne idée de ce qu'ils pouvaient être et la manière dont ils pouvaient fonctionner. Donc les textes anciens, dès qu'il y avait des problèmes avec les populations locales, ces populations celtiques, les ont décrits comme des gens peu stables, un petit peu barbares, un petit peu belliqueux et se déplaçant. D'où le fait que pendant ensuite, toute l'historiographie les a décrits comme des populations extrêmement mouvantes. Mais je vous dis, c'était lié au fait qu'eux étaient réellement sédentaires, les Grecs, dans des endroits qui n'étaient pas les leurs, et donc dès qu'ils voyaient un petit peu des populations locales, indigènes, qui bougeaient un petit peu sur les collines, ben pour eux c'était des envahisseurs. Vous voyez un petit peu un changement de paradigme, parce que celui qui écrit l'histoire ne l'écrit pas pour les autres, mais l'écrit pour lui. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui a un petit peu durci le tableau des Grecs, pardon, des Celtes. C'est dans les années 1920-1930, après le développement des États-nations, où en Allemagne, un chercheur qui s'appelait Gustav Kossinna, un historien, un archéologue, pas pire qu'un autre, mais quand même, qui a voulu écrire une histoire de la Germanie pour justifier la présence, effectivement, l'histoire de l'Espagne, comme il y avait une histoire des Gaules qui se construisait, etc. Et bien entendu, l'histoire de la Germanie, il ne pouvait pas la décrire à la fois comme ayant des racines ou romaines ou grecques, donc il fallait chercher des racines locales, et ensuite il fallait montrer que ces racines locales de ces Germains, c'était des gens relativement puissants, et que ces gens puissants, ils avaient des ambitions, et que ces ambitions, ils l'avaient exercées sur une partie de l'Europe. Et donc Kossinna a construit un petit peu cette image du Celte, dont le berceau, on retrouve cette image-là, serait basé sur l'Allemagne actuelle, et dont ensuite, effectivement, la puissance, le côté ingénieux, le côté talentueux, avait fait que, bien entendu, ils auraient ensuite, toutes les petites flèches que vous trouvez encore sur Google, faisaient que ces Celtes auraient ensuite envahi l'ensemble de l'Europe. Quand je dis que Kossinna n'était pas un chercheur pire qu'un autre, c'est que, en fin de compte, Kossinna fonctionnait avec un raisonnement archéologique. Il a pris ce que les archéologues appellent des fossiles directeurs, et donc il a dit voilà ce qui caractérise la civilisation celtique. Et puis il a dit l'endroit où on trouve la civilisation celtique la plus pure, c'est en Allemagne, parce qu'effectivement, plus il s'éloignait de l'Allemagne, plus il trouvait des éléments celtiques, mêlés de grecs, mêlés de romains, mêlés d'étrusques, etc. Donc il est parti du principe que l'endroit où on trouvait les éléments les plus purs, c'était l'endroit où il y avait les éléments originels et les plus forts. Ce système-là est pas totalement incohérent, mais vous allez voir qu'on peut totalement l'inverser. Donc il a écrit ça, il a écrit ce bouquin sur l'origine des Germains. C'est un bouquin qui est cité dans un autre ouvrage qui s'appelle Mein Kampf. Et puis bon, Hitler aurait sans doute fait tout ce qu'il a fait, mais il a quand même fait, en citant à plusieurs reprises Kossinna, en disant que ça justifiait en fin de compte l'espace territorial que lui était en train de conquérir, vu que c'était celui des anciens Germains. Donc vous voyez, ces Celtes, anciens Germains, qui auraient été puissants sur l'ensemble de l'Europe, à la fois décrits par les Romains et par les Grecs comme un peuple envahisseur,
puisque eux-mêmes, colons, ils étaient sentis agressés par ces populations locales, etc. Alors, dans les années 80, parce que c'était l'Europe, parce qu'on était plus sage, parce qu'on travaillait avec des modèles anthropologiques un peu autres, on a un petit peu inversé la donne, et même vraiment, réellement inversé les choses. On s'est aperçu, premièrement, que, ce qui était logique, les citations des Celtes les plus anciennes qu'on avait n'étaient pas à l'intérieur des terres, étaient en bordure du littoral, ce qui est logique, puisque les citations les plus anciennes des Celtes qu'on ait eues, c'est celles des Grecs qui, eux, possédaient l'écriture, et que donc les Grecs, dès qu'ils sont arrivés sur le continent européen et en bordure de la Méditerranée, ont vu des Celtes et les ont décrits en tant que tels, notamment quand ils arrivent et qu'ils font de Marseille, le peuple le plus proche de Marseille, il les décrit, le nom est cité, on les appelle les Ségobriges. Ségo, en celte, c'est brillant, comme dans Ségolène. Et Briga, c'est la forteresse. Donc les peuples qui habitaient dans la région de Marseille, c'était les Ségobriges, ceux qui habitaient dans le village brillant, costaud, etc. Bon, voilà, on reconnaît là un petit peu le côté arrogant des Celtes. Mais en tout cas, dès 600 avant Jésus-Christ, il y avait des Celtes dans ce secteur-là, et ce n'est pas des Celtes qui avaient migré. Et en fin de compte, on s'aperçoit que plus les Grecs vont être dans cet espace-là, plus les populations qui vont décrire vont être décrites de manière un peu plus précise, et que, en fin de compte, on pourrait qualifier de Celtes la couche, en fin de compte, indigène des populations avant ces migrations grecques et romaines qui arrivent au premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, en fin de compte, les Celtes seraient l'évolution locale, si j'ose dire, des populations néolithiques, qui, en fin de compte, vont se scindre en deux groupes à partir du moment où les Grecs vont arriver, c'est-à-dire ceux qui vont s'imprégner volontairement ou indirectement de la culture grecque, et ceux qui ne vont pas s'imprégner. On va retourner sur la vision de Cosina, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les Celtes les plus éloignés du littoral vont garder un fond culturel 100% local, si j'ose dire, et puis ceux qui sont en bordure du littoral vont être imprégnés d'une culture. Et là, ça revient à un élément sur lequel je donne quelques lignes dans le bouquin, mais qui est aujourd'hui une approche anthropologique qui est largement partagée, c'est qu'en fin de compte, les peuples ne sont pas des éléments natifs qui retrouvent leurs racines dans le sol, mais que les peuples sont l'émanation d'une culture, et que cette culture, à travers le temps, elle se construit. Alors pas forcément dans un monde idéal et beau, mais qu'en fin de compte, les cultures sont des agrégations de populations diverses et variées, et qu'en fin de compte, les les Grecs qui sont arrivés à Marseille ont une culture différente des Grecs qui étaient restés à Fossé, que les populations locales qui vont rencontrer vont s'imprégner de cette culture. C'est pas un bienfait de la colonisation, c'est juste un contact qui va transformer ces cultures-là, et que ces cultures locales celto-ligures vont se détacher des cultures celtiques de l'arrière-pays, non pas par volonté, mais tout simplement par éloignement, et parce qu'elles seront en dehors des circuits commerciaux en tant que tels. Et que donc, vous voyez, au système de migration, de gens qui viennent s'implanter dans une culture autre, là aussi, là, un autre phénomène, de celle de migrants qui transforment la culture locale, avec en l'occurrence les Grecs qui vont helléniser les populations locales, et puis, autre élément, neuf, mettons, pour des périodes un peu plus récentes, celui des Romains. On parle voilà, de la création de la Gaule romaine. La Gaule romaine ne va pas être envahie de Romains. C'est un acte militaire, c'est une domination qui est politique, qui est économique, et ensuite, c'est les populations locales qui vont, elles, vivre avec de nouvelles pratiques culturelles, économiques et sociales, qui vont transformer leur mode de vie et qui vont se transformer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Gallo-Romains ne sont pas un mélange de Gaulois et de Romains, de Gaulois et de Romains qui auraient migré, c'est tout simplement des Gaulois qui commencent à vivre à la romaine. Voilà, donc on est dans un phénomène d'acculturation et pas dans un phénomène de migration. Est-ce que je vais plus loin dans le temps ? Peut-être pas. Voilà, peut-être j'en ai trop dit ou pas assez. Et donc je vous donne un petit peu la parole. Je n'ai pas abusé de la bière en plus. On va remercier notre intervenant pour
cet exposé, on va dire, chronologique très documenté.